Dans l'émission Embarras sur Alliance 92, comme invité, l'on reçoit Sieur Imbik Anakle, bien connu du monde judiciaire, puisqu'il était déjà d'ailleurs ministre de la Justice, une grande personnalité aussi au niveau de l'École nationale de la magistrature de Madagascar, membre du CNDH, et il est aussi membre ici du Haut Conseil de la défense de la démocratie et de l'État de droit. Bonjour. Bonjour. D'abord, je remercie les responsables de la radio Alliance 92 FM de m'avoir invité et je salue également donc les auditeurs de l'émission Embarras. Des mots clés dans le monde judiciaire. On parle d'état de droit, même dans la vie sociétale on en parle. On parle aussi de beaucoup de mots qui sont actuellement presque galvaudés étant donné que tout le monde parle, mais parle pour quoi dire? Si l'on parle ici du monde judiciaire, parce qu'on entend parler aujourd'hui. Vous avez raison, bien sûr, non seulement on parle beaucoup des mots-clés, comme vous avez dit, donc de la démocratie, de l'état de droit, j'ajouterais même de la bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme. Lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption. Non seulement on en parle, mais il faut en parler, simplement parce que la loi fondamentale, la Constitution, donc, prévoit donc qu'il faut qu'il y ait donc une démocratie. Il faut qu'il y ait donc prévu donc dans le préambule le respect de l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits humains. Donc si on en parle, c'est tout simplement, je pense que c'est dans le cadre de l'obligation de la mise en œuvre de tous ces principes prévus par, non seulement d'ailleurs par la Constitution, mais également donc par les conventions internationales ratifiées par Madagascar. Principe, justement. Est-ce qu'on va rester sur les mots principe de ces mots-clés ou est-ce qu'il est temps vraiment de réagir et de se prendre en main? Un fait donc est incontestable, c'est qu'il y a une distorsion profonde d'ailleurs entre les prescrits constitutionnels et légaux et les pratiques politiques et juridictionnelles. Les textes prévoient l'obligation de respecter la démocratie, de l'instauration de l'état de droit, de la bonne gouvernance et des droits humains, mais entre ces prescrits et les pratiques, il y a bien donc un décalage. C'est ça donc le problème ici donc à Madagascar. Comment faire en sorte que ces principes dont nous avons parlé, pour qu'il y ait donc une effectivité dans la mise en œuvre et non pas simplement donc rester au stade de bons discours alors que lorsqu'il s'agit de la concrétisation, nous sommes très loin du compte. Mais les structures sont là, si l'on parle par exemple de lutte contre la corruption. Oui, bien sûr. Autres. Oui, bien sûr. D'abord, quand je parle de corruption ici, donc j'englobe donc dans ce terme corruption le détournement des deniers publics, les différents trafics, comment dirais-je également, les malversations au niveau de paiement d'impôts ou de droits douaniers, le non-paiement des privatisations. Donc, effectivement, il y a une distorsion entre ces principes déclarés et la mise en œuvre. Le problème, c'est que, justement, les discours, nous on aime bien discourir, et notamment pour faire plaisir aux bailleurs de fonds, mais aussi pour tromper l'opinion publique. Parce que l'opinion publique, donc, en écoutant, en entendant qu'on lutte contre la corruption, on est bien content. Vous avez parlé donc des structures. Oui, la structure existe. Il y a donc la Cour des comptes, il y a le Bianco, il y a le Samifine, il y a la Direction générale, l'Inspection générale de l'État. Mais est-ce que ces structures ont vraiment toute l'attitude, tous les moyens pour mettre en œuvre les prescrits légaux? Prenons par exemple le cas pour la Direction générale de l'Inspection générale de l'État. Vous savez que pour que cet organe puisse faire également l'inspection, il faut qu'il y ait donc une mission, une mission donc, un ordre de mission du président de la République ou du Premier ministre. Et je pense personnellement que même si effectivement ces deux personnalités doivent avoir le pouvoir d'ordonner de l'inspection, je pense qu'il faut également qu'il y ait d'organes neutres. Parce que si nous nous cantonnons
uniquement donc au chef de l'exécutif, il y a un risque de politisation. Et ceci faisant, donc, le risque qu'on peut encourir, c'est que lorsque le gestionnaire à inspecter appartiennent à tel ou à tel parti, l'ordre de mission risque de ne pas être donné. Et c'est pour cette raison donc moi je pense qu'il faut absolument qu'on revoie donc le système, soit donc permettre d'office à l'inspection générale de l'État Indépendance encore, le mot qui sort alors. Voilà, l'indépendance. Deuxièmement également, pour la Cour des comptes, est-ce que la Cour des comptes a cette indépendance, a les moyens, a la compétence pour effectuer le contrôle a posteriori donc de l'exécution des finances publiques. De même également, il y a aussi donc la commission parlementaire d'enquête. Exact, oui. Est-ce que la commission parlementaire d'enquête a toute l'attitude? Moi, je pense que là, ce n'est plus donc la faute de l'exécutif, c'est plutôt, ça relève plutôt donc de la sensibilisation, de la prise de conscience des députés et des sénateurs. Est-ce qu'ils savent exactement leur mission aussi par rapport à ce poste? Ils savent leur mission. Je suis certain qu'ils savent leur mission. Mais simplement, donc... c'est pas une priorité pour l'instant? Ce n'est pas parce que ce n'est pas une priorité. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, d'effectuer des contrôles alors que les personnalités des partis au pouvoir sont mises en cause, évidemment, la commission parlementaire d'enquête ne se formera pas parce que les membres de cette commission ne vont pas donc contrôler les membres de l'exécutif ou les personnalités de l'exécutif appartenant donc au parti, donc au pouvoir. Donc la pluie et le beau temps. Je ne dis pas la pluie et le beau temps. Quand ça arrange, on est calme, et quand ça n'arrange pas, on... Ben évidemment, effectivement, c'est le cas. Je ne dis pas que c'est la pluie ou le beau temps, mais il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire d'abord déjà donc au niveau de choix de nos parlementaires. Là déjà, donc, il faut qu'il y ait un système pour les obliger à exécuter donc, comme il faut leur mission. De même également, donc, parlant de la Cour des comptes, du Bianco, de Samifine, il faut donc éviter que les pressions ou les menaces venant de l'exécutif, parce que comment voulez-vous donc parler d'indépendance de la justice alors que d'une manière générale, ce sont donc les chefs de l'exécutif, dit-on, et partout dans le monde d'ailleurs, qui sont les plus grands prédateurs de l'indépendance de la justice. Or, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, pas seulement dans le cadre de l'actuelle Constitution, ça a été toujours le cas. C'est une protection aussi quand même, quelque part? Non. Pour l'exécutif, d'être à la tête d'eux à chaque fois. Bon, peut-être c'est une protection, mais il y a aussi des problèmes de philosophie de droit. D'abord, comme disaient donc certains, confier la garantie de l'indépendance de la justice à un chef de l'exécutif, comme si on fait garder les brebis par le loup. Ça, c'est une façon de voir. Mais évidemment, il y a une discussion parce que pour certains, le président de la République, c'est l'émanation de la nation, c'est la seule personnalité donc élue au niveau national au suffrage universel direct, donc détentrice de la légitimité. On pense que c'est tout à fait normal si il doit être donc à la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ce faisant, on pense donc que sur le plan donc de l'efficacité, on pense donc qu'il aura du mal, le président de la République aura du mal à garantir cette indépendance, puisque le président de la République est un homme politique, il a son parti à lui, même si en tant que président, il ne préside plus donc, le parti, mais là, donc, il sera obligé de protéger les personnalités appartenant donc, à son parti, n'est-ce pas? Donc, ce faisant, donc, il sera certainement tenté de porter atteinte donc, à l'indépendance ou de ne pas donc, signer donc, une mission, un ordre de mission. Cela veut dire que c'est pour ça que ça se crée des chamailleries entre guillemets quand on parle de on veut notre indépendance, n'entrez pas dans notre juridiction. Mais là aussi, il y a une part de responsabilité de la part des magistrats. Les magistrats doivent savoir que l'indépendance ne se commande pas. L'indépendance s'arrache et se mérite, n'est-ce pas? Les personnalités au pouvoir ou également les pouvoirs d'argent
où les pouvoirs, tout simplement, donc, de la société civile n'accepteront jamais cette indépendance intégrale de la magistrature tant que la magistrature n'est pas totalement propre, tant qu'il y a de corruption au sein de la magistrature. Voilà, le mot est sorti. Mais le texte, la Constitution est claire, le statut de la magistrature est clair, le texte sur le Conseil supérieur de la magistrature est clair que les magistrats du siège sont indépendants. Mais qu'attend-on? Les magistrats peuvent juger normalement, donc, en toute indépendance, mais il y a aussi donc d'une auto-limitation parce que on veut quémander une promotion de la part du pouvoir. Donc, ce n'est pas simplement le pouvoir qui est responsable, mais les magistrats aussi sont responsables. Ils peuvent juger en toute indépendance s'ils le veulent, mais beaucoup ne le veulent pas. Bien aussi pour certains qui traînent la casserole aussi, évidemment, ils ne peuvent pas juger en toute indépendance parce qu'ils ont peur donc qu'on entame contre eux, pour ceux qui traînent des casseroles, ils ont peur donc qu'on entame une procédure disciplinaire contre eux. Alors, ça c'est un certain niveau du sphère, mais voyons un peu plus bas. Vindicte populaire, voilà un autre phénomène qui prend de son ampleur et qui fait peur. Avouons-le. C'est vrai. Ces derniers temps, on ne parle que de la vindicte populaire. Et malheureusement, ça continue de plus bête. Donc, ça continue à gagner de terrain. Je dirais tout simplement ce que tout le monde connaît, c'est que d'une manière générale, il y a deux façons donc de perpétrer la vindicte populaire. D'abord, il y a effectivement une réaction instantanée, je dirais même donc incontrôlée d'une foule face à la perpétration, à la commission donc d'un crime. Mais il y a aussi donc la vindicte populaire perpétrée par l'exécution d'une sentence de DIN, de convention donc populaire qu'on appelle donc le DIN. Tout simplement, la cause c'est que il y a une crise de confiance, il y a un manque de confiance de la population envers l'administration, les pouvoirs publics d'une manière générale, mais en particulier donc un manque de confiance envers l'administration locale concernant donc les vols des bœufs, mais surtout donc envers les forces de sécurité et envers la justice. Craignant donc que la justice ne sera pas rendue, que les auteurs des crimes ne seront pas donc punis proportionnellement à la gravité donc des crimes, les gens réagissent spontanément et se font justice donc à eux-mêmes. Oui, et puis il y a l'insécurité grandissante, le phénomène d'Aral, les enlèvements maintenant. C'est malheureux. C'est malheureux parce que vraiment, quand je pense à tous ces kidnappings, à tous ces gens, donc, comment dirais-je, innocents, et là, il faut absolument, les pouvoirs publics, donc, trouvent la stratégie efficace de lutter efficacement contre l'insécurité dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, parce que, à la longue, ça pourrait entraîner donc des désordres publics massifs, si on n'y prend pas garde. Parce que les gens n'ont plus confiance, il y a une crise de confiance envers donc, les pouvoirs publics, accusés, à tort ou à raison, d'inefficacité, mais surtout donc de corruption. Mais nos lois, elles sont fortes quand même par rapport à tout cela? Oui, nous avons la loi, donc je dirais même donc la loi... nos articles concernant tous ces points. Oui. La loi donc est complète, mais tout simplement c'est la mise en œuvre qui pose problème. La mise en œuvre, j'entends par là, c'est que je dis, il y a surtout donc peut-être insuffisance de moyens, mais il y a surtout donc la corruption. Ce qui fait comment la radier alors celle-ci? La corruption, vous savez, donc c'est un phénomène mondial lié surtout à la pauvreté, mais ce qui est donc malheureux, c'est que chaque année, le Transparency International donc, fait sortir donc, des chiffres statistiques et Madagascar ne fait que regresser. C'est dire donc que si on met l'accent sur l'indice de perception de la corruption, ces 4 dernières années, donc la corruption ne fait que s'empirer à Madagascar. Comment lutter contre celle-ci? C'est vrai que il est difficile de parler donc de l'éradication totale de la corruption, mais on peut, si on veut, on peut lutter plus efficacement contre la corruption. Il y a la loi, l'article
183.2 du Code pénal. Il y a une nouvelle loi, bien sûr, mais je parle donc de la loi existante depuis 2004, qui... cette loi, donc, comment dirais-je, pour lutter efficacement contre la corruption, donc, parle de l'enrichissement illicite. Qu'est-ce que c'est que l'enrichissement illicite? Il s'agit donc, pour tout agent public, pour détenteur d'autorité publique, qui n'arrive pas à prouver l'origine licite de l'augmentation substantielle de son patrimoine, il tombe donc dans la prévision légale. Malheureusement, malgré donc les dispositions de cette loi, on ne la met pas en œuvre. Si vraiment on a cette volonté politique de lutter contre la corruption, pourquoi n'effectue-t-on pas donc une évaluation de patrimoine, de la richesse de tous les responsables dont on sait qu'il y a des richesses mal acquises? On sait que pour beaucoup de responsables, pour beaucoup de détenteurs d'autorité publique, ce sont des richesses provenant de la corruption sous toutes les formes. Passive ou... Passive ou active, ou concussion, ou abus de pouvoir, sous toutes les formes, je dis bien, donc trafic d'influence, mais il n'y a pas suffisamment donc, de volonté politique. On peut savoir d'où viennent donc la richesse de tel responsable. Et à partir du moment où ces responsables n'arrivent pas à prouver l'origine licite de l'augmentation substantielle de patrimoine, ils tombent dans la prévision légale. Donc on pouvait donc attraper donc, beaucoup de responsables, mais on ne veut pas le faire. Même pour les responsables qui refusent de faire leur déclaration de patrimoine, il n'y a pas de poursuite. Ouais. En quittant même sa place d'autorité, il n'y a aucun contrôle aussi. Ouais. Il n'y a aucun contrôle aussi, à l'entrée comme à la sortie et durant. Ben oui, ça c'est facile, je dis, parce que d'ailleurs la plupart des textes disent donc pour être donc, membre de tel organisme, il faut avoir une bonne moralité. Et puis comme vous dites, puisque ce sont des... Mais l'enquête de moralité, ça existe chez nous? Ça existe, mais c'est plutôt fort, c'est plutôt donc, de pure forme. Vous demande quelle profession vous dites, vous provenez de quoi, et puis en fait il n'y a pas d'effectivité. Mais je dis franchement, si on met en œuvre les dispositions de la loi sur l'enrichissement illicite, on aura donc fait déjà un grand pas en avant. Par rapport à tout cela, il y a tout dernièrement un mot aussi qui a son valoir, mais vous, à travers votre dernière œuvre, La réconciliation nationale à Madagascar, la perspective complexe et difficile, voilà, la réconciliation nationale, on en a besoin vraiment? Oui, malgré tout ce qu'on dit, il faut absolument que nous précédions à la réconciliation nationale. Mais quand je parle de réconciliation nationale, il ne s'agit pas uniquement des réconciliations politiques entre les anciens chefs d'État ou les belligérants politiques, à l'origine des crises répétitives de 72, 91, 2001, 2002 ou de 2009. Mais il y a aussi donc la réconciliation historique. Vous savez que notre nation donc, a connu donc, des guerres intestinales entre des royaumes voisins, entre des royaumes, et qui avaient donc débouché sur des tensions interethniques. Malheureusement, ces guerres interroyaumes du 19e siècle avaient laissé donc des séquelles jusqu'au moment où je parle. Des séquelles, si bien donc que lorsqu'il y a des tensions politiques, il y a toujours à la base comme source des tensions donc intertribales et comme conséquence des tensions intertribales. Donc il faut donc pouvoir trouver donc des solutions à ces conflits plus ou moins donc interethniques ou intertribaux. De même également sur le plan social. Il ne faut pas oublier que nous avons connu à Madagascar l'esclavage, presque sur tout l'étendue, dans toutes les communautés. Et l'esclavage, vous savez, c'est terrible l'esclavage. C'est terrible parce que les esclaves ne sont pas considérés comme des hommes. Ce sont des outils de production. Ce sont des gens qui n'ont aucun droit. Et ce qui est malheureux, c'est que les séquelles de l'esclavage persistent. Nous assistons encore donc à une, comment dirais-je, à une subsistance donc des séquelles de l'esclavage. Ces gens-là, les descendants de ces gens-là, continuent à être méprisés
Ils habitent donc des quartiers dont nous savons donc comment sont ces quartiers sans aménagement. Ces gens-là donc continuent toujours à être sans travail, sans instruction et utilisés par les politiciens pour commettre de telle ou telle criminalité ou de telle ou telle tension politique. Et surtout, la statistique de 1860, les statistiques, disons, d'appréciation, je dis, donc l'évaluation, pas de véritable statistique, ou donc les statistiques de 1895, donc, estime donc que les esclaves à cette époque-là sont plus nombreux que les hommes libres. J'entends par là donc... C'est grave ce que vous dites là. Oui. Et jusqu'à présent, je pense qu'ils sont toujours donc un nombre très conséquent et peut-être toujours donc supérieur donc aux hommes qui n'ont pas été donc descendants des hommes qui n'étaient pas donc des esclaves. Et c'est une bombe à retardement. Parce que ces gens-là, ils continuent, je dis, à être méprisés, à être donc sans emploi, à être donc sans instruction, à être utilisés dans les basses besognes. Ça aussi, si on veut de réconciliation nationale, il faut également donc la réconciliation historique. Il faut également donc la réconciliation économique parce que il y a une crise de confiance entre la population et les opérateurs économiques. Une partie de la population estime que leur malheur, leur pauvreté provient des opérateurs économiques, donc sans vergogne, parce qu'ils exploitent donc les petites gens. Parce que, bon, ces gens-là sont accusés de n'avoir pas payé les impôts comme il faut, d'avoir donc fraudé donc, la douane, de n'avoir pas payé les produits de la privatisation, d'avoir été donc de mèche dans la violation de la réglementation sur les marchés publics. Donc il faut absolument que la confiance revienne parce que tout pays qui veut se développer doit avoir confiance en ses opérateurs économiques. Donc, quand on parle de réconciliation nationale, il faut que ce soit vraiment une volonté de toutes les communautés donc, concernées, parce que ce qui est malheureux également, c'est que nous sommes non seulement égoïstes, mais je dirais, nous n'aimons pas donc, la vérité. On n'aime pas mettre les problèmes donc, sur la table. Vous savez combien de fois en 2002 on avait dit donc, oh, on n'a pas besoin de réconciliation nationale parce qu'il n'y a pas de guerre à Madagascar. Nous sommes donc, comment dirais-je, d'origine commune. Mais il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de, avec des morts d'hommes qu'il y avait eu, donc avec ces crises répétitives. Non, il faut la réconciliation nationale. Voilà, je dis, nous sommes trop hypocrites. Envers nous-mêmes. Envers nous-mêmes. On fuit la réalité. On fuit la réalité, on applique donc la politique d'Autriche. Donc, autant l'exécutif que la population. Autant les pouvoirs publics, les hommes politiques que la population. La société civile même. Bien sûr, il y a une partie de la société civile donc, qui s'efforce de parvenir à cette réconciliation nationale. Il y a une partie de la société politique, il y a des sociétés religieuses, mais d'une manière générale, donc, il faut que nous changions de mentalité. Il faut que nous voulions vraiment, il faut que d'une manière volontariste, nous... Se prendre en main. Se prendre en main. Parce que pour le moment, sur le bout des lèvres, beaucoup parlent de réconciliation nationale, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas du tout cette réconciliation nationale. Dites-moi, après vous avoir entendu pendant une certaine minute, je sais que c'est pas suffisant, mais je vais vous poser une petite question et... Je pense que ce ne sera pas un piège. Non, question très simple de la situation actuelle. Est-ce que l'on avance dans la mauvaise direction ou est-ce qu'on recule dans la bonne direction? Pour répondre à votre question, je dirais tout simplement donc, que selon les statistiques donc, on sort donc, tous les ans, c'est que le taux de pauvreté s'est aggravé. Le taux de la corruption s'est aggravé. La confiance envers donc, Madagascar comme état de droit ne s'est pas du tout donc, améliorée. Donc la situation donc, est très grave. Je dirais également que tout le monde doit être conscient que sortir de la crise, sortir de la transition n'est pas une chose facile. Donc tous ceux qui ont voulu donc être au pouvoir doivent savoir que sortir de la transition, sortir de la crise n'est pas chose facile. Il fallait donc qu'ils s'arment de conviction, de volonté, de vouloir effectivement lutter contre la pauvreté, et la lutte contre la pauvreté doit passer par la lutte contre la corruption. Parce qu'il faut donc avoir le courage de dire que la corruption s'est aggravée
et s'est étendue horizontalement dans tous les domaines et verticalement du sommet à la base. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et effectivement, donc, après avoir fait ce constat, un constat amer, mais il faut donc faire ce constat, il faut donc trouver les moyens efficaces, appropriés pour lutter donc contre la corruption, parce que sans la lutte contre la corruption, sans la réussite de la lutte contre la corruption, nous n'arriverons jamais donc à vaincre la pauvreté. Vous savez donc que dans les marchés publics, si on avait suivi, respecté la réglementation sur les marchés publics, on aurait donc évité beaucoup de pertes, n'est-ce pas? Si vraiment on avait donc appliqué la législation sur les douanes, sur la fiscalité, sur le paiement donc de produits de la privatisation, on aurait donc beaucoup de ressources. Et surtout également donc si on avait vraiment eu la volonté d'appliquer effectivement la volonté sur la décentralisation, sur l'équilibre régional. Comment voulez-vous qu'on puisse donc croire à la décentralisation quand donc le budget national, on consacre à peine 2% du budget national pour les collectivités décentralisées. On n'arrivera jamais à un équilibre, comment dirais-je, entre les régions, au développement donc des collectivités, avec 2% à peine. C'est pas possible. C'était l'embarras d'Imbik Anakle sur Alliance 92. Merci.